22e, des sophismes, 229. Mais il n'est sans doute pas absurde de nous arrêter quelque peu sur la théorie qui concerne les sophismes, puisque ceux qui célèbrent la dialectique disent que celle-ci est indispensable pour leur résolution. Si en effet la dialectique, à ce qu'ils disent, distingue les raisonnements vrais des faux, et si les sophismes sont des raisonnements faux, la dialectique distinguera les raisonnements qui adultèrent la vérité par d'apparentes vraisemblances. De là vient que les dialecticiens, apportant leur aide dans les incertitudes de la vie, s'efforcent de nous enseigner avec zèle la notion, les différences et les résolutions des sophismes, disant qu'un sophisme est un discours plausible et artificieux qui fait en sorte que l'on admet une conséquence fausse ou semblable au faux ou obscur ou inacceptable d'une autre manière. 230. Fausse, par exemple, dans le cas de ce sophisme, personne ne donne à boire un prédicat, mais boire de l'absinthe est un prédicat. Donc personne ne donnera à boire de l'absinthe. Semblable au faux dans ce cas, ce qui n'a pas été possible, ni n'est possible, n'est pas absurde. Mais le médecin en tant que médecin tue, n'a pas été possible, ni n'est possible. Donc le médecin en tant que médecin tue n'est pas absurde. 231. Obscur. Il n'est pas vrai et que je t'ai d'abord demandé quelque chose et que les étoiles ne sont pas en nombre pair. Mais je t'ai d'abord demandé quelque chose. Donc les étoiles sont en nombre pair. Inacceptable d'une autre manière, comme les raisonnements appelés solécismes. Ce que tu regardes existe, mais tu regardes délirant, donc délirant existe. Sur quoi? Ce sur quoi tu portes les yeux existe, mais tu portes les yeux sur un endroit enflammé, donc un endroit enflammé existe. Le solécisme consiste en ce que endroit enflammé, qui est régulièrement à l'accusatif avec tu regardes, devrait être au nominatif avec existe. 232. Ensuite, ils entreprennent de voir ou d'établir la résolution de ces sophismes en disant pour le premier que ce qui est accepté du fait des prémices et ce qui est apporté par la conclusion sont des choses différentes. En effet, on accorde que le prédicat n'est pas bu et que boire de l'absinthe est un prédicat, pas l'absinthe elle-même. C'est pourquoi il faut conclure. Donc personne ne boire de l'absinthe, ce qui est vrai, alors que l'on a conclu donc personne ne boit d'absinthe, ce qui est faux, comme ne découlant pas des prémices acceptées. 233. Pour le deuxième sophisme, ils disent qu'il semble mener au faux de sorte que les ignorants hésitent à y donner leur assentiment, mais qu'il a une conclusion vraie, à savoir, il n'est donc pas absurde que le médecin en tant que médecin tue. En effet, aucune proposition n'est absurde. Or, le médecin en tant que médecin tue est une proposition, c'est pourquoi ce n'est pas absurde. 234. Pour ce qui est de mener à l'obscur, ils disent que cela vient du genre des choses qui changent, c'est-à-dire les propositions dont la valeur de vérité change au cours du raisonnement. En effet, si, supposons-le, aucune question n'a été posée à l'avance, la négation de la combinaison des deux propositions est vraie, la combinaison étant fausse par suite de l'inclusion en elle de la proposition fausse « je t'ai d'abord demandé quelque chose ». Mais après qu'a été proposée sous forme de question la négation de la combinaison, la seconde prémisse « je t'ai d'abord demandé quelque chose » étant devenue vraie du fait que la négation de la conjonction a été proposée sous forme de question avant cette seconde prémisse. La prémisse de la négation de la combinaison devient fausse, étant donné que ce qui est faux dans la combinaison est devenu vrai, de sorte qu'on ne peut jamais atteindre la conclusion du fait que la négation de la combinaison ne coexiste pas avec la seconde prémisse. 235. Pour les derniers raisonnements, ceux qui ont des solécismes, certains disent qu'ils sont proposés de manière absurde et contraire à l'usage. Voilà ce que certains dialecticiens disent des sophismes, car les différents dialecticiens disent des choses différentes. Sans doute ces remarques peuvent-elles chatouiller les oreilles des gens assez inconsidérés, mais elles sont inutiles et la peine qu'on y prend est vaine. Et il est sans doute possible de le voir à partir de ce que nous avons déjà dit. En effet, nous avons rappelé qu'il n'est pas possible de saisir ce qui est vrai et faux selon les dialecticiens, cela d'une manière variée, et entre autres façons en renversant les garants qu'ils donnent au pouvoir des syllogismes, à savoir la démonstration, et les propositions indémontrables. 236. Mais, sur le point en question, il est possible de dire spécifiquement beaucoup d'autres choses. Cependant, pour faire bref, disons maintenant ceci. La résolution de tous les sophismes qui semblent pouvoir être spécifiquement réfutés par la dialectique est inutile. Quant à ceux dont la résolution est utile, ce n'est pas le dialecticien qui les résout, mais ceux qui en chaque art ont saisi les connexions entre les choses. 237. En bref, pour rappeler un ou deux exemples.
Prenons le sophisme suivant, proposé à un médecin. Dans les maladies, dans les phases d'abattement, il faut prescrire un régime varié et du vin. Dans tout type de maladie, l'abattement advient dans tous les cas avant le 3e jour. Il est donc nécessaire de fournir la plupart du temps un régime varié et du vin avant le 3e jour. Le dialecticien ne pourrait rien dire pour résoudre ce raisonnement, bien que cette résolution soit assurément utile. 238. En revanche, le médecin résoudra le sophisme parce qu'il sait que l'abattement se dit en deux sens, celui de la maladie tout entière et celui de chaque intensité partielle qui va du maximum de force à un état meilleur, et que c'est l'abattement de l'intensité partielle qui advient la plupart du temps avant le 3e jour, alors que nous prescrivons un régime varié non pas dans cet abattement-ci, mais dans celui de la maladie entière. De là vient aussi que le médecin dira que les prémices du raisonnement ne sont pas cohérentes, étant donné qu'on prend un abattement différent dans la première prémisse, à savoir celui de la maladie tout entière, et dans la seconde, à savoir celui de l'intensité partielle. 239. À nouveau, si à propos de quelqu'un qui est fiévreux du fait d'une augmentation de la contraction, on propose le raisonnement suivant. Les contraires soignent les contraires. Le contraire de la fièvre présente, c'est le froid. Donc le froid est approprié à la fièvre présente. 240. Le dialecticien restera quoi? Alors que le médecin, sachant quelles affections sont principalement persistantes et quels sont leurs symptômes, dira que ce raisonnement ne concerne pas les symptômes. Il n'y a aucun doute par ailleurs que l'application de froid s'accompagne d'une augmentation de la fièvre, mais les affections persistantes et que la constriction est persistante et demande pour être traitée non pas la contraction mais le relâchement, alors que l'inflammation qui en résulte n'est pas principalement persistante, de sorte que ce qui semble lui être approprié ne l'est pas non plus. Sextus fait ici allusion à une distinction qui vient de l'école médicale méthodiste. Les causes fondamentales des affections sont les communautés, c'est-à-dire l'état de constriction, l'état de relâchement ou l'état mixte des deux, alors que les symptômes ne relèvent pas nécessairement ces états fondamentaux. Les mêmes symptômes peuvent donc recourir deux états opposés, et le traitement doit prendre en compte les communautés et non les symptômes. 241. Et de cette manière, pour les sophismes, dont la résolution est utile, le dialecticien n'aura rien à dire, lui qui propose en revanche des raisonnements de cette sorte. S'il n'est pas vrai que tu as de belles cornes et que tu as des cornes, tu as des cornes, mais il n'est pas vrai que tu as de belles cornes et que tu as des cornes, donc tu as des cornes. 242. Si quelque chose se meut, il se meut soit dans un lieu dans lequel il est, soit dans un lieu où il n'est pas. Mais ce n'est pas dans un lieu où il est, car il y est au repos, ni dans celui où il n'est pas. Comment pourrait-il faire quelque chose en ce en quoi il n'est absolument pas? Il n'est donc pas vrai que quelque chose se meut. 243. Soit l'étant, soit le non-étant vient à l'être. Or, l'étant ne vient pas à l'être, car il existe, mais le non-étant non plus, car ce qui vient à l'être subit quelque chose et le non-étant ne subit rien. Donc rien ne vient à l'être. 244. La neige est de l'eau gelée. Or l'eau est noire, donc la neige est noire. Après avoir rassemblé des balivernes de cette sorte, il fronce les sourcils. Il brandit la dialectique et il entreprend gravement d'établir pour nous, par le moyen de démonstrations syllogistiques, que quelque chose advient, quelque chose se meut, que la neige est blanche, que nous n'avons pas de cornes, alors qu'il est sans doute suffisant de leur opposer l'évidence, pour briser leur thèse assurée grâce au contre-témoignage de même force tirée de ce qui est apparent. De fait, un philosophe à qui l'on avait proposé l'argument contre le mouvement se mit à marcher en silence, et les gens ordinaires préparent des voyages sur terre et sur mer, construisent des navires et des maisons, et font des enfants en ne prêtant aucune attention au raisonnement concernant le mouvement de la génération. 245. On rapporte aussi une plaisante anecdote sur le médecin Hérophile. Il était contemporain de Diodore qui, usant de la dialectique d'une manière grossière, exposait des raisonnements sophistiques sur beaucoup de sujets variés, et notamment sur le mouvement. Un jour que Diodore, s'étant démis l'épaule, se rendit auprès d'Hérophile pour se faire soigner. Celui-ci lui dit en plaisantant: l'épaule a été déboîtée soit dans un lieu où elle se trouvait, soit dans un lieu où elle ne se trouvait pas. Mais c'est ni là où elle était, ni là où elle n'était pas. Donc elle n'est pas déboîtée. De sorte que le sophiste le supplia de laisser de côté les raisonnements de ce genre et d'entreprendre le traitement que la médecine prescrivait comme adapté à son cas. 246. Il est en effet suffisant, je pense, de vivre en suivant l'expérience, sans opinion, selon les observations et les préconceptions communes, suspendant notre assentiment sur les assertions provenant des superfluités dogmatiques, qui sont tout à fait en dehors des besoins de la vie. Si donc la dialectique ne peut pas résoudre les sophistes, qu'il serait utile qu'elle résolve, et que pour ceux que l'on accepterait peut-être devoir résoudre, la résolution en est inutile.
La dialectique est inutile pour la résolution des sophismes. 247. Mais en s'appuyant sur les propos mêmes qui ont cours parmi les dialecticiens, on pourrait aussi suggérer brièvement que les artifices qu'ils mettent en œuvre contre les sophismes sont superflus. Les dialecticiens disent qu'ils se sont tournés vers la technique dialectique, non pas simplement pour savoir comment conclure quelque chose de quelque chose, mais principalement pour savoir distinguer le vrai et le faux par des raisonnements démonstratifs. Ils disent en tout cas que la dialectique est la science des choses vraies, des choses fausses et de celles qui sont ni l'un ni l'autre. 248. Mais puisqu'ils disent eux-mêmes qu'un raisonnement vrai est celui qui tire une conclusion vraie de prémices vraies, dès l'instant où est proposé un raisonnement ayant une conclusion fausse, nous saurons qu'il est faux et nous ne lui accorderons pas notre assentiment. Il est en effet nécessaire soit que ce raisonnement lui-même ne soit pas concluant, soit qu'il n'ait pas des prémices vraies. 249. Et cela est clair à partir de ce qui suit. Soit la conclusion fausse dans le raisonnement suit la combinaison des prémices, soit elle ne la suit pas. Mais si elle ne la suit pas, le raisonnement ne serait pas non plus concluant. Ils disent en effet que le raisonnement est concluant quand sa conclusion suit la combinaison de ses prémices. Et si elle la suit, il est nécessaire que la combinaison des prémices soit fausse d'après leurs propres règles techniques. Ils disent en effet que le faux suit le faux, mais ne suit en aucun cas le vrai. 250. Mais qu'un raisonnement qui n'est pas concluant ou pas vrai ne soit pas non plus, selon eux, démonstratif, c'est clair à partir de ce qui a été dit plus haut. Si un argument est proposé dans lequel la conclusion est fausse, nous savons immédiatement que le raisonnement n'est pas vrai ou n'est pas concluant du fait qu'il a une conclusion fausse. Nous ne lui donnerons pas notre assentiment, même si nous ne savons pas par suite de quoi il est trompeur. En effet, de même que nous ne donnons pas notre assentiment à la vérité des tours de prestigitation, mais que nous savons qu'il nous trompe même si nous ignorons comment il nous trompe, de même nous ne sommes pas persuadés par des raisonnements qui sont faux mais paraissent plausibles, même si nous ne savons pas en quoi ils sont des paralogismes. 251. Ou plutôt, puisqu'ils disent qu'un sophisme conduit non seulement au faux, mais à d'autres absurdités, nous devons présenter les choses plus généralement de la manière suivante. Le raisonnement présenté nous conduit soit à quelque chose d'inadmissible, soit à quelque chose de tel qu'il faut l'admettre. Et dans le second cas, c'est sans absurdité que nous donnerons notre assentiment. Mais si c'est à quelque chose d'inacceptable, il ne nous faudra pas donner précipitamment notre assentiment à l'absurdité à cause de sa plausibilité. Mais c'est eux qui doivent renoncer au raisonnement qui contraint à donner son assentiment à des absurdités, si du moins ils ont choisi de ne pas dire de sottises comme des enfants, mais de rechercher le vrai comme ils s'y engagent. 252. En effet, de même que si un chemin conduit à quelque précipice, nous ne nous jetons pas nous-mêmes du fait qu'il y a un chemin qui y conduit, nous détournons plutôt du chemin à cause du précipice. De même, s'il y a un raisonnement qui nous mène vers quelque chose que nous reconnaissons d'un commun accord comme absurde, nous ne donnerons pas notre assentiment à l'absurde à cause du raisonnement, mais nous nous écarterons du raisonnement à cause de l'absurdité. 253. Lorsque donc un raisonnement nous est proposé de cette manière, nous suspendrons notre assentiment à chacune de ses prémices. Ensuite, quand le raisonnement tout entier aura été proposé, nous en retiendrons les conclusions qui nous semblent bonnes. Et si les dogmatiques de l'entourage de Chrysippe disent que lorsqu'un sorite a été avancé dans un échange dialectique, il faut s'arrêter et suspendre son assentiment pour ne pas tomber dans l'absurdité. Il sera bien plus adapté pour nous, qui sommes des sceptiques, car nous soupçonnons une absurdité, de ne pas nous laisser entraîner par les prémices qui sont proposées, mais de suspendre notre assentiment sur chacune jusqu'à ce que le raisonnement tout entier ait été proposé. 254. Nous en partons sans soutenir d'opinion des observations de la vie quotidienne. Nous évitons ainsi les arguments fallacieux, alors que les dogmatiques n'auront pas la possibilité de distinguer le sophisme du raisonnement qui semble être proposé comme il le faut, s'il est vrai qu'ils doivent décider dogmatiquement que la forme du raisonnement est concluante et que ses prémices sont vraies, ou que ce n'est pas le cas. 255. En effet, nous avons suggéré plus haut qu'ils ne sont ni capables de saisir les raisonnements concluants, ni aptes à juger que quelque chose est vrai, n'étant en possession ni d'un critère ni d'une démonstration généralement reconnue, comme nous l'avons suggéré à partir de ce qu'ils déclarent eux-mêmes. Donc, dans la mesure où ce qui a été dit est valable, la technique dont les dialecticiens nous rebattent les oreilles, qui concerne les sophismes, est redondante. 256. Mais nous disons aussi des choses semblables concernant la façon de distinguer les ambiguïtés. Si en effet l'ambiguïté est une expression qui signifie deux ou plusieurs choses, et si les expressions signifient par convention toutes les ambiguïtés qu'il est utile de résoudre, c'est-à-dire celles qui concernent l'expérience en quelques points, seront résolues par ceux qui sont exercés en chaque cas,
eux qui ont l'expérience de l'emploi reçu des mots en rapport avec leur signification, emploi qui a été élaboré par eux. 257. Alors que pour le dialecticien, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, pour cette ambiguïté, il faut prescrire un régime varié du vin dans les cas d'abattement. Et dans la vie ordinaire, nous voyons jusqu'aux jeunes serviteurs distinguer les ambiguïtés quand la distinction leur semble utile. En tout cas, si quelqu'un a des serviteurs du même nom et a besoin de convoquer le jeune Manès, par exemple, supposons que tel est le nom commun au serviteur, le jeune serviteur demandera lequel. Et si quelqu'un qui a plusieurs vins différents dit à son petit serviteur « verse-moi du vin à boire », de même le petit serviteur demandera lequel. 258. De cette manière, l'expérience de ce qui est utile dans chaque domaine mènera à une distinction. En revanche, pour toutes les ambiguïtés qui ne touchent en rien à l'expérience de la vie quotidienne, mais qui se trouvent dans les pensées des dogmatiques et qui sont sans doute inutiles pour mener une vie sans opinion, le dialecticien qui en use avec elle comme un spécialiste sera contraint de suspendre aussi son assentiment à leur sujet face aux attaques sceptiques, en tant qu'elles sont sans doute unies à des choses obscures, insaisissables et inexistantes. 259. Mais nous discuterons encore de cela plus tard, et si un dogmatique entreprend de contredire l'une de ces remarques, il renforcera le raisonnement sceptique en affermissant lui-même la suspension de l'assentiment concernant les questions soumises à l'enquête du fait des attaques qui s'affrontent de part et d'autre et du désaccord indécidable qui en résulte. En disant cela aussi sur les ambiguïtés, nous achevons ici le second livre de nos esquisses.